Bonjour à tous et bienvenue dans ce second épisode un peu spécial réalisé en partenariat avec le Salon du Livre et qui met à l'honneur la littérature russe. Aujourd'hui, on plonge dans les entrailles du métro de Moscou en 2033 en plein hiver nucléaire. Et avec nous, on emmène toujours votre débilos préféré, le voici. Que pensez-vous du livre de poche? Beaucoup de mal. Pourquoi? Parce que ça a fait lire un tas de gens qui n'avaient pas besoin de lire finalement. Et d'un seul coup, ils se sont retrouvés avec Sartre dans les mains. Vous le savez peut-être, mais le métro de Moscou a été construit comme un immense abri anti-atomique à une cinquantaine de mètres de profondeur. C'est le point de départ de Métro, la saga littéraire de Dimitri Gloukovski. Dans ce dédale que Dieu lui-même semble avoir abandonné, les rescapés d'une catastrophe nucléaire tentent de survivre. Déjà, l'affaire a l'air plutôt enthousiasmante. Mais ce qu'il est encore plus, c'est qu'une équipe de développeurs ukrainiens en a tiré une suite de jeux vidéo qui sont des merveilles d'atmosphère. Les stations de métro sont devenues des cités-États où les néo-nazis, les rouges, les commerçants et les fous s'échangent des cartouches de munitions pour endiguer l'invasion croissante des mutants. L'univers de Gloukovski avait donc tout pour susciter à la perfection l'immersion totale. Les lecteurs, comme les joueurs, ont été au rendez-vous. Mais si vous avez l'habitude de suivre nos vidéos, cette success story devrait vous inquiéter un peu. N'y a-t-il pas un risque pour le bon Gloukovski d'être happé par son œuvre, d'y laisser une partie de son identité ? Cette fusion totale entre l'auteur et l'œuvre que les romantiques du 19e avaient si ardemment recherchée leur permettait de se constituer comme des génies illuminés, incandescents à l'heure de la technique glacée. La fusion va encore plus loin dans une société de marché où l'auteur est un objet marketing et au service de la vente de son produit. C'est comme Johnny qui appartient aux Français et dont les faits et gestes sont naturellement commentés par tout le monde. Et il y en a par contre qui disent oh, c'est privé, fallait pas s'en mêler. Si, Johnny il était un monument, il appartenait aux gens. Bref, vous avez peur pour Gloukovski et nous aussi. Mais heureusement, il voit très clairement l'écueil. Une de mes terreurs, c'est de devenir comme J.K. Rowling, ou bien comme Arthur Conan Doyle, qui pour le restant de ses jours a été menotté à Sherlock Holmes, tout comme Rowling est menottée à Harry Potter et ne peut rien essayer d'autre. Elle pourrait bien écrire un superbe roman sur la Rome antique, et tout le monde s'écrierait « Mais quel est le fuck ? Écrit plutôt sur Harry Potter, on ne veut pas lire ce pavé pourri, il y a d'autres auteurs qui peuvent s'en charger. Harry Potter, on veut encore Harry Potter !» Alors, comment Gloukovski peut-il éviter d'être dévoré par son immense œuvre à succès ? Eh bien, la solution qu'il a trouvée, c'est celle de lâcher prise. Aussitôt que possible, il a pris le parti de n'être que l'auteur d'un univers. Ce qu'il a mis sur la voie, paradoxalement, c'est le refus qu'il a essuyé de la part de tous les éditeurs à qui il envoyait son manuscrit. Pour faire connaître son livre, il l'avait donc publié gratuitement sur Internet. N'importe quel Russe à la bourse vide pouvait s'immerger dans cette histoire qui se joue dans le métro qu'il prend tous les jours. On le rappelle, Moscou, plus grande ville d'Europe, 15 millions d'habitants. Naturellement, ça a donné naissance à quantité de fanfiction et de spin-off. Gloukovski, qui en cela n'a rien du bot de YouTube, s'en est absolument réjoui. De ce jaillissement inattendu est né l'univers de Métro 2033, qui comprend à l'heure actuelle 42 romans écrits par une trentaine d'auteurs différents, dont Gloukovski fait la publicité sur le site officiel. Quasi chacun d'entre eux se déroule dans le même théâtre, le métro d'une grande ville de l'ancienne URSS. Le point de départ d'un tel fleurissement, c'est l'adaptation en jeu vidéo, qui a confirmé Gloukovski dans son intuition. De la même manière que les fanfictions, les jeux vidéo se fondent sur les romans originels, mais ils en élargissent l'histoire. Ça se comprend, un jeu ce n'est pas un livre, et encore moins un bœuf bourguignon. En 900 pages, le livre est le lieu d'une réflexion éthique et métaphysique sur ce que c'est que l'homme, et le personnage principal n'a pas l'occasion de tuer grand monde. L'ambiguïté de la fin peut d'ailleurs être la source d'une longue méditation. En revanche, dans le jeu, vous défouraillez du zombie dans une atmosphère qui vous obligera à dormir la lumière allumée. Autrement dit, cette adaptation a été le premier pied dans la porte. Métro 2033 doit être une histoire qui vit. Et pourquoi cette histoire vit-elle si bien ? Gloukovski donne une partie de la réponse dans une discussion sur Reddit. Ce que nous Français avons du mal à réaliser, c'est que le 25 décembre 1991, quand les Russes se sont réveillés, ils ne s'attendaient pas du tout à entendre Gorbatchev déclarer que l'URSS n'était plus. Comme il le dit, toute leur culture, leur histoire politique, leur système de valeurs, leur empire qu'ils croyaient éternel, tout ceci, il a suffi de quelques minutes d'une annonce à la télé pour que cela prenne subitement fin. Ce qui était prémédité par le gouvernement a eu l'effet d'un effondrement pour la population. Quoi de mieux pour l'illustrer qu'une volée de missiles nucléaires qui, du jour au lendemain, réduit à néant la vie telle que vous la connaissiez ? C'est la raison pour laquelle les Russes se sont saisis de l'univers de Gloukovski avec un tel empressement, pour panser le corps blessé de la Russie que les auteurs auscultent depuis 20 ans. L'existence sépulcrale et atroce au fond du métro où les rescapés s'entredéchirent, c'est la décennie 90, durant laquelle ceux qui pensaient habiter le plus grand pays du monde ont perdu toute espérance.